Salut! Alors aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour la première vraie vidéo de ma chaîne, qui n'est pas cette fois-ci une présentation. Donc c'est une vraie vidéo avec un vrai thème. Donc le thème d'aujourd'hui, ça sera mes romans préférés qui se passent au Japon. Parce que du coup, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette passion. À partir du moment où je vois qu'un roman se passe au Japon, automatiquement, du coup, ça m'attire. Et je sais pas, ça me met toujours dans un espèce de petit mood. En fait, j'aime bien vraiment, ça me permet vraiment de m'évader en fait. Alors, premier roman, on va commencer par ce que j'appelle une valeur sûre. C'est autant mon roman qui se passe au Japon préféré, mais c'est aussi mon roman préféré. On va pas se casser la tête sur ça. C'est un roman que j'adore et que je me traîne depuis que je suis gamine. Je crois que j'ai lu, je devais avoir 11 ou 12 ans. Mais vraiment, j'étais môme et j'ai adoré le roman, j'ai adoré le film. J'ai tout aimé et je ne compte plus les fois où j'ai relu cette espèce de brique. Il s'agit de Geisha de Arthur Golden, le livre qu'on ne présente plus parce que clairement tout le monde l'a lu. Je vous lis le résumé derrière. Vous pouvez passer si ça vous fatigue ou si vous connaissez l'histoire. Alors, une petite fille de 9 ans, aux superbes yeux gris, tels ceux de sa mère qui se meurt, est vendue par son père, un modeste pêcheur, à une maison de geisha. Ainsi commence l'histoire de Sayuri dans le Japon des années 30. C'est à travers son regard d'enfant malheureuse que l'on découvrira Gion la décadente, le quartier du plaisir à Kyoto, avec ses temples resplendissants, ses théâtres raffinés et ses ruelles sombres. C'est à travers son initiation et sa métamorphose que l'on apprendra l'art d'être geisha, les rites de la danse et de la musique, les cérémonies de l'habillage, de la coiffure et du thé, comment il sied de servir le saké en dévoilant à peine son poignet, comment surtout il faut savoir attirer l'attention des hommes et déjouer la jalousie des rivales. Né sous le signe de l'eau, n'agissant jamais sans consulter son almanach, franchissant épreuve sur épreuve, Sayuri nous entraîne de le tourbillon des choses de la vie, futile et tragique comme la Seconde Guerre mondiale qui détruira Gion. Femme amoureuse toutefois, éprise d'un homme de qualité, elle raconte aussi toujours de sa voix limpide et inoubliable la quête sans cesse recommencée de la liberté. Ce livre est une merveille, on le voit pas, une merveille vraiment. Ce que j'ai vraiment adoré en fait dans ce livre, principalement c'est son héroïne, donc Sayuri, qui devient finalement Sayuri, parce qu'au début elle s'appelle Chiyo, avant justement d'être vendue et d'être prise entre guillemets comme apprentie geisha. Donc au début, la vie de Sayuri, c'est pas une promenade de santé du tout. Elle est prise comme servante en fait, donc dans cette maison de geisha, où la geisha principale, il me semble, Hatsumomo, lui fait une misère mais incommensurable. Je veux dire franchement, Chiyo, elle dérouille. Et on va suivre finalement en fait l'évolution de Chiyo tout au long de son parcours de base de servante, puis finalement d'apprentie geisha. Ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est que quand bien même il a été écrit par un Américain, chose, il me semble, qui a pas mal d'ailleurs été décriée, mais je ne sais pas pourquoi, mais bon, peu importe, le Japon est selon moi très bien retranscrit. Il y a des beaux paysages, on en apprend beaucoup plus sur les coutumes à l'époque des geishas, parce qu'il me semble que du coup c'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu, les coutumes sont toujours là, mais les geishas beaucoup moins du coup. Et on en apprend énormément, et si c'est le premier, entre guillemets, roman que vous lisez qui se passe au Japon, comme ça a été pour moi mon cas à l'époque, c'est un bonheur, vraiment foncé. Deuxième roman qui se passe au Japon, que j'adore aussi également, on me les avait prêtés à la base, et finalement je les ai rachetés, parce que je voulais les avoir chez moi, parce que c'est clairement des livres que je sais que je vais relire. Il s'agit de la duologie La pierre et le sabre de Eiji Yoshikawa. Donc ça, c'est le premier tome. Et attention, on est sur des briques, des vraies briques. Je vous lis du coup le résumé du premier tome. Takezo gisait au milieu des cadavres. Il y en avait des milliers. Le monde entier est devenu fou, songeait-il vaguement. L'homme ressemble à une feuille morte, ballottée par la brise d'automne. Dans le Japon du XVIIe siècle, un jeune homme fougueux n'aspire qu'à se battre. Recherché dans tout le pays, il est recueilli par un moine et n'a bientôt plus qu'un but. Tendre à la perfection grâce aux arts martiaux. Son sabre sera désormais serviteur du bien. Il ira de combat en conquête et à la recherche de la sagesse, épaulé par le chant de sa chair et tendre. Pour ceux qui connaissent du coup un petit peu les figures, entre guillemets, au Japon, il s'agit d'une duologie qui se concentre du coup sur le personnage, ou devrais-je dire la personne, de Miyamoto Musashi, qui a été le samouraï le plus illustre du Japon et aussi auteur de Le traité des Synchro, qui est, il me semble, parce que je ne l'ai pas lu, un traité justement sur tout ce qui est la voie du samouraï au final.
Ces romans sont aussi des merveilles, clairement, je les ai adorés. Alors, je vais pas vous mentir, c'est pas une lecture qui est spécialement ardue, mais c'est long, clairement c'est long, il y a quand même pas mal de pages. Le premier tome, il fait combien? Le premier tome en fait 800 et quelques, le deuxième en fait 600, et c'est typiquement, je vous montre, c'est typiquement écrit tout petit. Et vous savez, c'est le genre de lecture où vous lisez pendant 1 heure, vous relevez la tête, vous avez l'impression d'avoir lu 80 pages, et finalement vous en avez lu que 40. Voilà, c'est typiquement ce genre de lecture. Ça reste dense, mais selon moi, ça se lit malgré tout très bien, paradoxalement. Ça se lit très bien parce que même si c'est dense, il n'y a aucun temps mort. Il n'y a aucun temps mort, il se passe toujours quelque chose. Et j'avais peur au début que ça se concentre du coup sur la quête de Musashi, vraiment la voix, tout ça, le principe de la sagesse. Et moi, c'est quelque chose qui ne me tentait pas spécialement, surtout sur une épaisseur pareille en fait, j'avais un petit peu peur. Et finalement il y a de ça, mais il y a aussi énormément d'autres choses. Je songe notamment par exemple à sa chère et tendre du coup, Ootsu, qui, dès le début, en fait, ils sont séparés. Et quasiment tout le roman, et il y a des moments, mais ça se joue à un poil de cul, excusez-moi du terme, mais ouais, ça se joue vraiment à ça, en fait, qui se retrouve. À un moment, il me semble que Musashi, je crois, il est en train de regarder, je sais pas, il regarde l'eau et tout, au niveau d'un pont, l'autre, elle passe derrière lui, il avait juste à tourner la tête, il la voyait. Et finalement, il tourne pas la tête. En fait, c'est le genre de truc qui se passe tout le long, et en fait, c'est incroyable, parce que du coup, on est là, et non. Mais au-delà de ça, il y a plein d'autres choses, et on en apprend aussi énormément sur le Japon d'antan. Et c'est vraiment des romans que j'ai vraiment adorés. Alors, autre roman qui se passe en partie, pour le coup, au Japon, il s'agit des Nuits Kimono de Isabelle Lacan et Jean-Marie Gallian. Celui-là. J'ai trouvé du coup ce roman en boîte à livres, j'ai mis un petit moment avant de le sortir en fait de ma palle, et c'est pas non plus un coup de cœur. Je vous en parle quand même parce que c'est une lecture que j'ai plutôt bien aimée malgré tout, c'est pas non plus mon roman préféré, mais pour moi il mérite quand même à être connu, parce que j'ai l'impression du coup, genre j'ai été voir sur Livre Addict etc, il a pas l'air d'avoir énormément de critiques, donc je trouve ça dommage. Je vous lis la 4e de couverture. Séoul, les années 50, la guerre de Corée. Jetée sur les routes de l'Exode dans un pays dévasté où les combats font rage, Yumi rencontre Aaron, jeune journaliste américain venu couvrir les événements. De solitude, de révolte, de regard sur la vie. À travers Yumi, Aaron apprendra à connaître les traditions et l'âme d'un peuple fier et meurtri, tandis qu'à son contact, elle découvrira que l'amour, au-delà des tabous et des différences, peut aussi s'épanouir et transgresser les interdits. Roman passion contre les préjugés et l'intolérance, Les Nuits Kimono est aussi une descente aux enfers, celle de Yumi confrontée à l'exclusion et au racisme dans le Tokyo d'après-guerre. Tombée aux mains des Yakuza, une lumière ne cessera pourtant d'éclairer sa nuit. Maureen, leur enfant, la petite asiatique aux yeux clairs. Racontant une page brûlante de l'histoire contemporaine, Les Nuits Kimono est un roman de chair et de sang, vibrant d'émotions qui nous dévoile une face inconnue de l'Asie. Donc comme je vous disais, ce roman se passe en partie du coup au Japon, parce que on débute le roman, il se passe en Corée du Sud, où c'est quand même sacrément le bordel, parce que Yumi finit par fuir son pays. Je l'ai lu il y a un petit moment, donc j'ai plus spécialement certains détails en tête, et je vous prie m'excuser. J'ai bien aimé justement en fait ce roman, en partie parce qu'il traite du coup d'une période, comme ils disent en fait, de l'histoire que j'ai pas eu l'occasion de voir souvent dans les livres, et que moi, naïvement, un petit bisounours qui vit dans sa petite bulle, je n'aurais jamais pensé que les Japonais pouvaient être racistes envers les Coréens, surtout à cette période. Donc du coup, ça m'a appris pas mal de choses, mais après, typiquement, si vous souhaitez le lire, il me semble pas qu'il soit encore édité, je ne sais pas, on peut le trouver d'occasion, je pense, pas pour trop cher, moi du coup, je l'ai trouvé en boîte à livres. Mais clairement, c'est pas le genre de livre avec lequel vous allez vous taper des barres, hein. Ouais, on le sent en fait dès le début à l'ambiance où ça finit pas bien. C'est pas un spoil, mais vous attendez pas un happy end avec ça, parce que clairement il y en a pas. Dernier roman coup de cœur de mon début d'année. J'ai débuté moi l'année par un coup de cœur. J'ai commencé donc du coup l'année avec ça. Il était incroyable. C'est I Love You Somoshi de Sarah Kuhn, je ne sais pas. Mais ce roman est une pépite. De quoi ça parle? Le destin de Kimiko semblait tout tracé. Entrer dans une grande école d'art et devenir une peintre renommée, pour la plus grande fierté de sa mère. Seulement voilà, depuis plusieurs mois, alors qu'elle doit bientôt présenter sa candidature à la Liu Academy, Kimi est incapable de peindre quoi que ce soit. Il n'y a bien que dans la création de vêtements, son péché mignon, qu'elle trouve encore de l'inspiration. Lorsque sa mère découvre le poteau rose, l'atmosphère à la maison devient étouffante. Aussi, quand ses grands-parents l'invitent à se rendre au Japon pendant les vacances, Kimi saute sur l'occasion.
Arrivée sur place, elle a tôt fait de se perdre dans le dédale des rues de Kyoto. Et c'est au détour d'un stand de mochi, cette délicieuse pâtisserie aux multiples couleurs, que Kimi fait la rencontre d'un étudiant pas comme les autres, Akira. Drôle et généreux, le jeune homme va se donner pour mission de l'aider à trouver sa voie, au sens propre comme au figuré. C'est, comme je vous ai dit, celui-là c'est un bonheur en fait, c'était vraiment un bonheur. Et je me suis retrouvée plusieurs fois à chouiner. Moi j'adore chouiner devant les films, devant les livres, j'aime trop ça. Donc comme je vous disais, je me suis retrouvée plusieurs fois à chouiner parce qu'il se passe des choses mais trop mignonnes là-dedans. Quand on lit ça, donc pour les amateurs de manga, on y revient toujours. Quand on lit ça, on a l'impression en fait de lire un shoujo. J'ai trouvé ça trop mignon. Le roman débute avec Kimiko aux États-Unis. Elle a ses copines, elle a sa famille, on voit un petit peu sa routine, etc. etc. Et on voit bien que Kimiko, en fait, sa mère veut, comme c'est dit dans le résumé, sa mère veut absolument qu'elle peigne, mais Kimiko, c'est pas son truc en fait, elle veut pas. Elle veut pas, mais elle ose pas trop le dire à sa mère finalement. Et par un concours de circonstances, elle se retrouve à être contactée par ses grands-parents qui lui envoient une lettre avec dans la lettre un billet d'avion pour le Japon. Et la seule chose en fait que j'ai vraiment reproché à Kimiko de tout le roman, c'est qu'elle hésite. Ses grands-parents lui envoient un billet pour aller au Japon, pour visiter du coup son pays presque natal au final. Et elle est là. Ah oui, mais moi j'avais prévu des vacances avec mes copines et ceci, on devait faire ci, on devait faire ça. Moi je vous annonce, demain je reçois dans une enveloppe un billet, un aller simple pour le Japon. Honnêtement, je cherche même pas à savoir. Il n'y a pas d'amis, de copains ou quoi que ce soit. Et moi, je m'en vais. je prends l'avion, je m'en vais. Et donc Kimiko hésite, mais vous vous doutez bien qu'il n'y aurait pas de roman du coup si finalement elle avait décidé de rester aux États-Unis. Donc elle part au Japon. Et ce que j'ai trouvé du coup génial, c'est qu'en fait, quand on lit ça, notamment avec la rencontre avec Akira, on se doute qu'il va avoir de l'amour. Mais c'est pas que ça. Et moi j'ai trouvé ça génial parce qu'au final, l'histoire d'amour entre Kimiko et Akira sert clairement à Kimiko de moteur au final. Il sert clairement à Kimiko de moteur et c'est en partie grâce, même pas à son histoire d'amour, mais grâce au soutien sans faille d'Akira, qui ne dure pourtant que 2 semaines, parce qu'elle est là-bas que pour 2 semaines, que finalement, elle va clairement trouver ce qu'elle veut faire, elle va retrouver l'inspiration, elle va trouver sa voie. Et juste ça, c'est super beau. L'histoire d'amour en elle-même est trop mignonne. Alors oui, Kimiko rencontre Akira. Elle le trouve très beau, nanani, nanana. En quelques jours, bim, c'est plié, elle est amoureuse. Ok, mais ça, c'est un young adulte, j'ai envie de dire, c'est prévisible. Et comme c'était pas le sujet principal finalement du roman, il fallait entre guillemets du coup que ça se fasse vite quoi. C'était pas le but du roman que Akira et Kimiko se reniflent le cul pendant 400 pages. Mais l'histoire d'amour en elle-même, elle est pas niaise en fait. Elle est pas niaise, elle est trop mignonne, elle est très bien amenée. Et quand Kimiko doit repartir aux États-Unis, ça serre le cœur en fait. Ça serre vraiment le cœur et jusqu'au bout on est là à se dire ah mais vas-y mais non, pars pas, t'as encore trop de trucs à faire là, pars pas. Voilà, c'est trop mignon, c'est vraiment trop mignon. Le principe, en fait, son apprentissage est vraiment très bien approché, est vraiment très bien abordé. Son amour avec Akira est très mignon aussi. Et ses relations familiales, notamment avec ses grands-parents, sont hyper touchantes, sont vraiment très touchantes. Il y a tout, en fait. Les us et les coutumes du Japon actuel, du coup, sont très bien transcrits. Les paysages, on s'y croirait, franchement. À un moment, ils décrivent le parc de Nara et on s'y croirait, c'est incroyable. C'est vraiment un livre, quand vous le lisez, salut Fuji. C'est vraiment en fait le genre de roman où quand vous le commencez, vous savez que vous allez passer un super moment. Alors oui, c'est pas de la grande littérature, ça reste du young adulte, hein, donc certains trouveront le propos, les réactions des personnages, tout ça parfois un petit peu étrange, un petit peu mitigé, un petit peu puéril, mais c'est du young adulte, les personnages ont 18, 19 ans, on s'y attend, mais c'est pas grave. Très honnêtement, c'est pas grave parce que c'est un bonheur. Ce bouquin, ça réchauffe le cœur. Ça réchauffe vraiment le cœur, ça fait du bien. Et moi, être tombée sur ce roman au détour d'une de mes énièmes balades à la librairie, ça m'a fait un bien fou parce que comme je vous ai dit, hein, je vous en parlerai plus tard, je sortais d'une déception en fait livresque. Ça arrive, malheureusement. D'une déception quand même livresque et d'un livre de quasiment 1000 pages, assez déprimant. Donc j'avais quand même besoin de quelque chose qui soit un petit peu plus joyeux. Et en un sens, au-delà de ça, dans la vie réelle, on était quasiment à 1 an de pandémie, de restrictions sanitaires, etc., de plus rien d'ouvert, de vie sous cloche. Et j'avais vraiment besoin de m'évader. Et
I Love You Somoshi de Sarah Kuhn, je ne sais toujours pas, a été là pour moi à ce moment-là. Et c'est pour cette raison que ce roman se hisse dans le de mes livres préférés qui se passent au Japon, mais comme Geisha de Golden, de mes livres préférés tout court. Il y avait également un autre roman dont je voulais vous parler, mais je ne l'ai pas retrouvé. J'ai trop de bouquins en fait chez moi, c'est incroyable, je sais absolument pas où il est, je l'ai pas prêté c'est sûr, je l'ai pas vendu ni donné, c'est encore plus sûr, je sais simplement pas où il est. Donc ça va être à moi de me plonger clairement, littéralement dans mon appartement pour retrouver ce bouquin. Et à charge de revanche, je vous en parlerai une prochaine fois. Parce qu'il se passait au Japon, il se passe toujours au Japon d'ailleurs, il se passe au Japon, mais c'est pas non plus un coup de cœur. Mais son histoire vaut quand même la peine qu'on en parle. Parce que c'est pareil, c'est le genre de livre, selon moi, assez méconnu. Sur ces bonnes paroles, c'est la fin de la vidéo. Je n'ai plus de livres à vous présenter. Après, j'allais dire, ça fait un petit moment quand même que je blablate. Ça fait vraiment un petit moment. Je vous remercie, même si vous êtes très peu pour l'instant, ce qui est normal, ça vient de commencer. Je vous remercie du coup de me suivre, de regarder mon contenu, mon travail. J'espère que ça vous plaît. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation, j'attends vos critiques. Restez constructifs, s'il vous plaît. Toujours ce que vous souhaitez voir, ce que vous ne souhaitez pas voir, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous avez peut-être à me conseiller pour m'améliorer. Toutes vos idées, en fait, sont les bienvenues, tant qu'elles restent respectueuses. Donc si ça vous a plu, abonnez-vous, partagez, tout ça. Enfin, vous connaissez le blabla habituel des youtubeurs pour leur audience. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va être postée, ni quel jour, donc peu importe le moment de la semaine auquel on est, finissez-le bien, et puis plein de bisous, et puis à la prochaine vidéo. Salut!